Va vivre dans la rue, maman. Tu ne sers plus à rien ici. Thomas a prononcé ces mots sur le pas de la porte, alors que tous les voisins observaient depuis le trottoir. C'était un dimanche après-midi, tout le monde revenait du marché. Madame Martin, du rez-de-chaussée, s'est arrêtée net, ses sacs de courses à la main. Monsieur Bernard a traversé la rue lentement, faisant mine de ne rien entendre, mais il avait tout entendu, chaque mot. Le soleil frappait fort sur mon visage. À ce moment-là, je ne sentais que la chaleur brûler ma peau et une honte profonde. Thomas a croisé les bras, s'est appuyé contre le cadre de la porte et a baissé les yeux sur son téléphone portable. Il n'a même pas daigné me regarder une seconde fois. Je n'ai pas pleuré sur le coup. J'ai saisi mon sac à main, j'ai tourné les talons et j'ai descendu l'escalier. À l'intérieur, je m'effondrais en 1000 morceaux. Mais à l'extérieur, je marchais d'un pas ferme. Je portais l'alliance de mon mari au doigt, la même que je n'ai jamais retirée depuis le jour de sa mort. Je l'ai regardé et j'ai pensé, il ne croirait jamais ce que son propre fils vient de faire. Vous savez, ce moment précis où vous réalisez que vous êtes devenu invisible, que tout ce que vous avez fait, chaque facture payée, chaque nuit blanche, chaque sacrifice, s'est volatilisé. J'ai payé la maison où il vit maintenant. Je l'ai élevé toute seule après la mort de son père. J'ai travaillé dans la couture jusqu'à ce que mes doigts enflent et perdent toute sensibilité. Mais 3 jours après ce dimanche terrible, Thomas est apparu à ma porte, à genoux, implorant mon pardon, pleurant comme un enfant, disant qu'il avait fait une erreur, qu'il avait été manipulé, qu'il ne savait rien, sauf qu'il ne savait pas ce que j'avais découvert et ce que je venais d'accomplir. Si vous avez déjà ressenti cela, restez ici avec moi. Parce que cette histoire va vous montrer exactement ce qui se passe quand on décide de ne plus baisser la tête. Je m'appelle Claire. J'ai 68 ans. J'ai été couturière toute ma vie. J'ai les mains calleuses, les doigts tordus à force de pousser le tissu sous l'aiguille de la machine. J'ai travaillé à la maison, dans des ateliers, à l'usine. Son père, Antoine, était chauffeur routier. Un homme bon, un travailleur acharné, mais la route a exigé son prix. Il est mort dans un accident sur l'autoroute quand Thomas avait à peine 7 ans. Un choc frontal. On a dit qu'il n'avait pas souffert. J'ai souffert pour nous deux. Du jour au lendemain, je suis devenue mère et père à la fois. La pension de réversion a mis presque 1 an à arriver. Pendant ce temps, je cousais jusqu'au petit matin. Je faisais des ourlets de pantalons, des réparations de robes, des ajustements de costumes. Je gagnais à la pièce. Plus je cousais vite, plus je gagnais d'argent. Il y a eu des mois entiers où je dormais à peine 3 heures par nuit. Thomas allait à l'école le matin. Je lui laissais le déjeuner prêt sur la table avant de partir. Il rentrait seul, réchauffait son plat, faisait ses devoirs. Un enfant de 8 ans faisant des choses d'adulte. Je sentais ma poitrine se serrer chaque fois que j'y pensais, mais je n'avais pas le choix. Quand il a eu 15 ans, j'ai vendu la chevalière que mon père m'avait offerte pour mon diplôme. C'était de l'or massif, avec une pierre verte au centre. Je l'ai vendue pour payer son stage d'informatique. Il voulait travailler avec des ordinateurs. Je ne savais même pas bien ce que c'était, mais si mon garçon le voulait, j'allais le lui offrir. À 18 ans, il a décroché son premier emploi. Support technique dans une petite entreprise. Il ne gagnait pas grand-chose, mais il était heureux. Et moi aussi. Je voyais que le sacrifice en avait valu la peine. J'ai économisé pendant 10 ans pour lui payer l'apport d'un appartement. Ce n'était pas grand, mais c'était à lui. 2 chambres, un salon, une cuisine. À son nom. J'ai signé comme caution, mais mon rêve était qu'il ait son propre chez lui. Moi, j'ai continué à vivre en location. Ça ne m'importait pas. Les mères sont ainsi. Notre relation a toujours été bonne. Il m'appelait tous les jours. Il passait à la maison le week-end. On regardait des films ensemble. On mangeait du pop-corn. Il m'appelait « ma petite vieille ». Je faisais semblant d'être fâchée. C'était léger. C'était bon. Jusqu'à ce qu'il rencontre Élodie. Au début, j'étais heureuse. Je pensais qu'il allait fonder une famille, que j'aurais des petits-enfants. Elle était belle, toujours bien habillée. Elle travaillait dans un bureau en ville. Il était fou amoureux. Quand il me l'a présentée, elle a été polie. Un sourire aux lèvres, une poignée de main ferme. Mais ses yeux avaient mis quelque chose de froid. Je n'ai pas su l'expliquer à l'époque, je l'ai juste senti.
6 mois plus tard, ils se sont mariés. C'était simple, à la mairie, juste la famille proche. J'ai fait sa robe moi-même. J'ai passé une semaine entière à broder chaque détail. Elle m'a remercié, mais sans vraiment me regarder en face. La première année, tout allait bien. Il venait ici, j'allais là-bas. Normal. Mais ensuite, les petits changements ont commencé. Élodie avait toujours une excuse toute prête pour que je ne reste pas trop longtemps chez eux. « Ah, Madame Claire, nous allons sortir maintenant. Nous avons un rendez-vous important. » Thomas est fatigué. Thomas n'avait jamais été trop fatigué pour discuter avec moi. Mais maintenant, il l'était. Un jour, je lui ai apporté un plat préparé. J'avais fait cette blanquette de veau qu'il adore depuis qu'il est enfant. J'ai sonné à la porte. Élodie a ouvert, a regardé le plat et a dit « Madame Claire, Thomas est au régime. Nous ne mangeons plus ces choses-là. » Elle ne m'a pas invitée à entrer. Elle est restée sur le pas de la porte, les bras croisés. Je suis restée là, tenant le plat chaud, sentant la vapeur me monter au visage, en même temps que la honte. Je suis rentrée chez moi avec la nourriture intacte. Je me suis assise à table et j'ai mangé seule. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Quelque chose changeait. Et ce n'était pas pour le mieux. Les visites sont devenues de plus en plus rares. J'appelais, Thomas disait qu'il était occupé. J'envoyais des messages, il mettait des heures à répondre. Quand il répondait, c'était bref. « Ça va, maman ? On parle plus tard. » Élodie est tombée enceinte la 2e année de mariage. Quand Thomas me l'a annoncé, j'ai pleuré de joie. J'allais être grand-mère, enfin. J'ai acheté des vêtements, des couvertures, des tétines. J'ai tout gardé dans une boîte. J'ai attendu le jour de pouvoir les apporter. Le bébé est né. Un garçon. Léo. Je suis allée à l'hôpital le lendemain. J'ai apporté les affaires que j'avais achetées. Élodie était dans le lit, le bébé dans le berceau à côté. Elle a regardé le sac et a dit « Ah, Madame Claire, on a déjà tout ça, mais merci. » Elle n'a même pas ouvert. Elle l'a laissé dans un coin. Thomas était dans le couloir, discutant avec ses beaux-parents. Quand il m'a vu, il m'a fait un signe de la main, de loin. Il n'est pas venu me parler. Je suis restée 10 minutes. Je suis rentrée chez moi avec le sac à la main. Les petits vêtements sont restés rangés dans l'armoire. Je ne les ai jamais utilisés. Les premiers mois, j'essayais de passer. J'appelais avant, je prévenais. « Thomas, je peux passer voir Léo ?» Il avait toujours une excuse. « Aujourd'hui, ça ne va pas être possible, maman. » Il dort. Élodie est fatiguée. Quand je réussissais enfin à y aller, c'était rapide. J'entrais, je prenais le bébé dans mes bras 5 minutes. Élodie restait à côté, regardant sa montre. « Madame Claire, il va manger maintenant. » « Madame Claire, il doit dormir. » Je rendais mon petit-fils comme si c'était un objet emprunté. Un jour, j'étais là-bas. Élodie m'a demandé de faire la vaisselle pendant qu'elle changeait Léo. J'ai lavé. Ensuite, elle m'a demandé de passer un coup de balai dans la cuisine. J'ai nettoyé. Thomas est rentré du travail, m'a vu avec le balai à la main et n'a rien dit. Quand je suis partie, j'ai compris. Je n'étais plus la grand-mère. J'étais la femme de ménage. La semaine suivante, j'ai apporté une couverture en crochet que j'avais faite pour Léo. J'avais mis 3 mois à la faire. J'avais choisi un bleu clair, un point délicat, une bordure renforcée. Je l'ai remise en main propre à Élodie. Elle l'a regardée, a dit « C'est mignon » et l'a posée sur le canapé. 2 semaines plus tard, j'y suis retournée. La couverture était à la poubelle, dans la buanderie, déchirée. Élodie a dit qu'elle était tachée et que ça ne valait pas la peine de la laver. Ça ne valait pas la peine de laver une chose que j'avais mis 3 mois à faire. J'ai sorti la couverture de la poubelle. Je l'ai ramenée chez moi, je l'ai lavée, je l'ai gardée. C'est ce jour-là que j'ai commencé à noter les choses. J'ai pris un vieux carnet qui traînait ici. J'ai écrit la date. 15 mars. Couverture à la poubelle. Ça semblait idiot, mais je sentais que j'en avais besoin. Quelque chose en moi me disait « Garde ça, tu en auras besoin ». Les mois ont passé. Je voyais Léo grandir par photo sur WhatsApp. Élodie postait tout. Anniversaire, promenade, première purée. Je voyais tout à travers l'écran du téléphone. Je n'étais jamais là. À son premier anniversaire, je n'ai pas été invitée. Je l'ai découvert par la photo.
Grande fête, ballons, gâteaux, toute la famille. Sa famille à elle. Je n'y étais pas. J'ai envoyé un message à Thomas. « Fils, pourquoi je n'ai pas été prévenu pour la fête ?» Il a mis 6 heures à répondre. « C'était précipité, maman. On n'a pas eu le temps de prévenir tout le monde. » Tout le monde, sauf moi. J'ai noté dans le carnet. Anniversaire de Léo. Pas invité. 1 mois plus tard, ils ont dû voyager. Élodie m'a appelé. « Madame Claire, vous pouvez garder Léo ce week-end, on doit régler des affaires. » Je suis restée. Je me suis occupée de lui tout le week-end. J'ai donné le bain, changé les couches, fait à manger, je l'ai endormi. Quand ils sont rentrés le dimanche soir, Élodie a pris le petit et a dit « Merci, hein, on avait besoin de ce repos. » Repos. J'avais 78 ans. J'avais gardé un enfant d'1 an tout le week-end et elle me remerciait pour son repos à elle. Ils ne m'ont rien payé. Ils ne m'ont même pas offert un déjeuner. J'ai noté. Week-end avec Léo, babysitter gratuite. C'est là que j'ai compris. Je ne servais que quand ils avaient besoin, quand c'était pratique, quand il y avait du travail à faire. J'ai continué à noter. Chaque fois que j'y allais et que j'étais traitée comme une domestique. Chaque fois qu'ils demandaient un service et ne remerciaient pas. Chaque fois que j'étais exclue et que je le découvrais après. Le carnet se remplissait. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Mais quelque chose me disait « ça va compter, garde tout ». Et j'ai tout gardé. 2 mois après l'anniversaire de Léo, Thomas m'a appelé. C'était un jeudi, presque 9 heures du soir. Il n'appelait jamais à cette heure-là. « Maman, j'ai besoin d'un service. » Mon cœur s'est serré. Quand un fils demande un service, une mère ne refuse pas. Mais quelque chose dans sa voix était étrange. « J'ai besoin que tu signes des papiers. » « Quel papier, Fils ? » « C'est pour l'appartement. On va refinancer le crédit, améliorer les mensualités. Mais comme tu es caution, tu dois signer. » Caution. Je l'étais vraiment. J'avais signé 10 ans plus tôt, quand il n'avait pas assez de revenus seul. J'avais mis mon nom, ma retraite en garantie, pour qu'il ait son chez lui. « D'accord, fils. Quand veux-tu que je signe ? » « Demain. Élodie t'apporte les papiers. » Le lendemain, Élodie est apparue, sans Léo, sans Thomas, seule. Elle portait un dossier noir. Elle est entrée, n'a même pas attendu que je lui offre un café. « Madame Claire, c'est rapide. Vous signez juste ici, ici et ici. » Elle a ouvert le dossier. Il y avait plusieurs feuilles. Beaucoup. J'ai pris la première. J'ai commencé à lire. Pas besoin de tout lire, Madame Claire. C'est standard, termes bancaires. Mais j'ai lu. Et j'ai vu un mot qui m'a glacé le sang. Transfert de propriété. Élodie, ce n'est pas un refinancement, c'est un transfert. Elle a soupiré, impatiente. C'est qu'on va le mettre aux 2 noms. C'était juste au nom de Thomas. Maintenant, ce sera aux 2. Mais il faut vous retirer comme caution avant, c'est la procédure. Et après, je reviens comme caution ? Pas besoin, Madame Claire. On a assez de revenus maintenant. Je l'ai regardé. J'ai regardé le papier. Quelque chose clochait. Je vais le montrer à Thomas avant. Son visage a changé. La politesse est tombée. « Madame Claire, Thomas a demandé que vous signiez. Il est au travail. Il n'a pas le temps pour ça. Alors j'attends qu'il rentre. Je signerai après. » Élodie a repris le dossier brusquement, n'a pas dit au revoir, a claqué la porte. Je suis restée avec ça en tête toute la journée. Le soir, j'ai essayé d'appeler Thomas. Il n'a pas répondu. J'ai envoyé un message. Rien. Le lendemain, je suis allée chez eux. J'ai sonné. Personne n'a répondu. La voiture était dans le garage. Ils étaient là-dedans. Je suis rentrée chez moi. Je me suis assise à table. J'ai pris le carnet. J'ai écrit. Élodie a apporté des papiers de transfert, a dit que c'était un refinancement. Ils ont menti. C'est là que j'ai décidé de chercher de l'aide. Je me suis souvenue de Maître Durand. Il avait été l'avocat de mon mari des années auparavant. Un homme sérieux, de confiance. J'ai cherché son numéro dans un vieil agenda. J'ai appelé. Il m'a répondu. J'ai pris rendez-vous à son cabinet pour le lundi. J'ai apporté les papiers qu'Élodie avait laissés. Elle avait oublié une copie sur la table. Je l'avais gardée. Maître Durand a tout lu. Lentement. Puis il a ôté ses lunettes et m'a regardé. « Madame Claire,
Ceci n'est pas un refinancement. Il vous retire comme caution pour vendre l'appartement. Mon estomac s'est retourné. Vendre? Oui. Et si vous signez ça, vous perdiez tout droit. Vous avez payé l'apport de ce bien? Je l'ai payé. 40 000 €, de l'argent que j'ai économisé pendant des années. Vous avez de quoi le prouver? J'avais gardé le reçu de la banque. J'avais gardé l'ancien contrat. J'avais tout gardé. Je lui ai montré. Il a regardé, a hoché la tête. Madame Claire, légalement, comme l'appartement est à son nom, vous n'avez pas de droit direct sur le bien. Mais vous pouvez prouver que vous avez contribué. Ça change tout. Qu'est-ce que je fais? D'abord, ne signez rien. Ensuite, on va faire un relevé complet. Combien vous avez donné? Combien vous avez aidé? Et on va protéger ça. Je suis sortie de son bureau, la poitrine serrée. Mais aussi avec de la clarté. Ils n'essayaient pas de me protéger. Ils essayaient de m'écarter. Je suis arrivée chez moi et j'ai ouvert l'armoire. J'ai pris la boîte où je gardais tout. Reçus, relevés bancaires, messages imprimés. Il y avait des choses de 10 ans là-dedans. Je me suis assise sur le sol du salon et j'ai tout trié. Chaque paiement que j'ai fait. Chaque fois que j'ai aidé. Chaque centime sorti de mon compte vers le sien. Ce n'était pas seulement l'apport. J'avais payé des mensualités en retard. J'avais payé la taxe foncière. J'avais donné de l'argent pour des meubles, pour des travaux, pour tout. J'ai additionné, sur papier, avec la vieille calculatrice que j'ai ici. 87 000 €. J'avais donné 87 000 € sur 10 ans. Et maintenant, il voulait me jeter. Il voulait vendre, sans me prévenir, sans me rembourser. J'ai repris le carnet, j'ai tout écrit, avec date, avec montant, avec preuve. Maître Durand m'avait dit une chose avant que je parte. « Madame Claire, vous allez devoir être forte, parce que quand on touche à ça, la famille réagit, et ce n'est pas toujours beau à voir. » Je le savais. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Ils avaient choisi de me traiter ainsi. Maintenant, j'allais me protéger. Et j'allais leur montrer qu'une mère peut être invisible. Mais elle n'est pas bête. Ce fut le dimanche suivant, jour de marché. Je me suis réveillée tôt, comme toujours. Je suis allée acheter des légumes, des fruits, les courses de la semaine. Je suis rentrée vers 10 heures du matin. Quand je suis arrivée dans ma rue, j'ai vu la voiture de Thomas garée devant mon immeuble. Il était appuyé contre le capot. Élodie à côté. Tous les deux m'attendaient. Mon cœur a accéléré. J'ai pensé qu'il était peut-être venu s'excuser, expliquer, discuter. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu son visage. Il était fermé, dur. « Maman, il faut qu'on parle. » Il y avait du monde sur le trottoir. Madame Martin, ma voisine du dessous, balayait devant sa porte. Monsieur Bernard, de l'autre côté de la rue, arrosait ses plantes. Madame Dubois passait avec sa petite fille. « Montons, fils, on parlera là-haut. »« Non, c'est ici même. » Élodie a croisé les bras. Son regard était différent. Il n'y avait plus aucune politesse. J'ai posé les sacs au sol. « D'accord, parle. »« Tu ne vas pas signer les papiers ?»« Je ne signerai pas, Thomas, parce que ce n'est pas un refinancement. Vous voulez vendre l'appartement. » Il a regardé Élodie. Elle a levé les yeux au ciel. « Et alors, c'est son appartement. Il peut le vendre s'il veut. J'ai payé l'apport de cet appartement. J'ai payé plus de 82 000 € ces dernières années. Il ne l'a pas encore vendu parce que je ne l'ai pas permis. Thomas a fait un pas en avant. Tu as donné parce que tu le voulais. Personne ne t'a rien demandé. » Les mots ont frappé ma poitrine comme un coup de poing. Comment ça, personne n'a demandé? Tu étais mon fils. Je voulais que tu aies ta maison. Et je l'ai. Maintenant, je décide quoi faire avec. Sa voix était forte. Madame Martin a arrêté de balayer. Monsieur Bernard a traversé la rue doucement, s'est mis à proximité. Madame Dubois a tenu sa petite fille et est restée figée sur le trottoir. « Thomas, je ne signerai pas. Pas tant que vous ne me rendrez pas ce que j'ai investi. » Élodie a lâché un rire bref, sec. « Rendre? Vous croyez qu'on a 82 000 € à vous donner comme ça? Alors ne vendez pas. On a besoin de vendre. On va acheter une maison plus grande pour que Léo grandisse bien. Vous n'allez pas gâcher ça. » J'ai senti le sang me monter à la tête. Ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais. Je ne gâche rien du tout.
Je me protège. Thomas a explosé. Te protéger? Tu es égoïste? Toujours à penser à toi-même. On a besoin de cette vente. Et toi, comme toujours, tu veux être le centre de l'attention. Je me suis figée. Thomas, je ne t'ai jamais rien demandé. Je demande juste ce qui est à moi. Il s'est approché encore, le visage rouge, les yeux durs, et il a dit, en criant, pour que la rue entière entende, « Va vivre dans la rue, maman. Tu ne sers plus à rien ici. » Le silence est tombé, lourd. Personne n'a bougé. Madame Martin a lâché son balai par terre. Monsieur Bernard a baissé la tête. Madame Dubois a mis la main devant sa bouche. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'ai élevé, le garçon que j'ai nourri, habillé, protégé. Et je n'ai rien reconnu en lui. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé, j'ai ramassé mes sacs au sol. Je l'ai regardé une dernière fois, et je lui ai tourné le dos. J'ai monté l'escalier doucement. Je suis entrée dans l'appartement. J'ai fermé la porte. J'ai posé les sacs sur la table. Je me suis assise. Et là, seulement là, j'ai laissé couler les larmes. Mais en moi, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la détermination. Il m'avait humiliée devant tout le monde. Ils m'avaient jeté comme si je ne valais rien. Maintenant, ils allaient découvrir qui j'étais vraiment. Je suis restée assise sur la chaise de la cuisine je ne sais combien de temps. Les sacs du marché étaient encore sur la table. La salade qui flétrissait. Les tomates qui chauffaient. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé l'horloge. 12h15. J'étais restée plus d'1 heure là, figée. Je me suis levée. J'ai rangé les courses. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient gonflés, rouges. Mais je n'allais plus pleurer. J'ai pris le carnet. Je me suis rassise. J'ai écrit la date. Dimanche 22 avril. Humiliation publique. Va vivre dans la rue, maman. J'ai fermé le carnet. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai pensé, ça suffit. Je suis allée jusqu'à l'armoire de la chambre. J'ai ouvert la porte. Tout au fond, sous les vieilles couvertures, il y avait la boîte à chaussures où je gardais tout. Papier, reçus, relevés. Des choses que j'avais rassemblées au fil des années sans trop savoir pourquoi. Maintenant je savais. J'ai apporté la boîte dans le salon. Je l'ai posée sur la table. J'ai ouvert. La première chose que j'ai prise fut le contrat de l'appartement. Jauni, corné aux angles. Signé par moi comme caution. Date 15 juin 2015. Thomas avait 25 ans. Moi, 58. En dessous, le reçu de l'apport. 40 000 €. Virement bancaire de mon compte vers le sien. J'avais gardé le justificatif. J'ai toujours tout gardé. J'ai continué à sortir papier après papier. Reçu de paiement de mensualité en retard. 3 fois j'ai payé. 2 500 chacune. 7 500 au total. Reçu de la taxe foncière de 2018. Il n'avait pas d'argent. J'ai payé. 1 200 €. Facture du réfrigérateur que j'ai acheté quand il a emménagé. 2 000 €. Facture du canapé. 3 000. Virement d'hiver. Pour aider avec la facture d'électricité, maman. Pour réparer la douche. Pour acheter de la peinture. 500 ici, 800 là. 1 200. 700. J'ai additionné. J'ai pris une feuille blanche. J'ai fait 3 colonnes. Date, description, montant. J'ai rempli ligne par ligne. Chaque virement. Chaque paiement. Chaque aide. Ça m'a pris 2 heures. Quand j'ai fini, j'ai regardé le total. 89 340 €. Presque 90 000. 10 ans de ma vie. 10 ans de couture, de petite retraite, d'argent compté. Tout investi en lui. J'ai pris mon téléphone. Je suis allée dans les anciens messages. J'ai cherché les conversations avec Thomas. Il y avait beaucoup de choses effacées, mais j'en avais sauvegardé certaines. « Maman, merci beaucoup d'avoir payé la mensualité. Je te rembourse le mois prochain. » Il n'a jamais remboursé. « Merci pour l'aide avec la taxe. C'est difficile ici. » Ce n'était pas difficile. Lui et Élodie sont partis à la plage ce même mois. J'ai vu les photos sur son Instagram. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque message qui prouvait qu'il a demandé, que j'ai donné, qu'il a promis de rendre et n'a pas rendu. Ensuite, je suis allée dans les photos.
J'en ai trouvé une du jour où on lui a remis les clés de l'appartement. Lui tenant les clés, souriant, moi à côté, heureuse, croyant donner le monde à mon fils. J'ai gardé la photo, j'ai pris le carnet de notes, j'ai tout relu, les humiliations, les exclusions, les mensonges, les jours où j'ai gardé Léo gratuitement, les fois où j'ai été traitée comme une bonne. Il y avait la date, il y avait le détail, il y avait tout. J'ai séparé les documents en 3 piles. Première pile, preuves financières, reçus, virements, factures. Tout ce qui prouvait combien j'avais investi. Deuxième pile, messages et captures d'écran. Tout ce qui montrait qu'il avait demandé, promis et pas tenu. Troisième pile, notes personnelles. Le carnet avec les humiliations. Les jours où j'ai été invisible. Les fois où ils ont utilisé mon petit-fils pour me contrôler. J'ai tout mis dans des pochettes séparées, transparentes, organisées, chacune avec une étiquette. J'ai repris mon téléphone. J'ai appelé Maître Durand. C'était dimanche, mais il m'avait donné son numéro personnel. Il m'avait dit d'appeler si j'avais besoin. Il a répondu « Madame Claire, Maître, j'ai besoin de vous voir cette semaine. Urgent. » Que s'est-il passé? Il m'a humilié dans la rue, devant les voisins. Il m'a dit d'aller vivre dans la rue. Silence à l'autre bout du fil. « Madame Claire, vous allez bien? » « Je vais bien, mais maintenant je vais agir, et j'ai besoin de votre aide. » Lundi, 9 heures du matin. Apportez tout ce que vous avez. On va régler ça. J'ai raccroché. J'ai regardé les pochettes sur la table, j'ai regardé le téléphone, j'ai regardé le carnet. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de respect, de dignité, de lui montrer qu'une mère peut pardonner beaucoup de choses. Mais pas tout. Il m'avait jeté, il m'avait humilié, il avait oublié tout ce que j'avais fait. Maintenant il allait s'en souvenir, de la manière forte. J'ai rangé les pochettes dans un grand sac. J'ai fermé, j'ai mis dans l'armoire, je me suis rassise, j'ai respiré. J'ai senti quelque chose de différent dans ma poitrine. Ce n'était plus de la douleur, c'était de la force. Lundi, j'allais commencer à me protéger. Et il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Lundi, 8h30 du matin. J'étais devant le cabinet de Maître Durand. Immeuble ancien dans le centre, 3e étage. Je suis montée en ascenseur, sac lourd sur l'épaule. Dedans, il y avait les 3 pochettes. La secrétaire m'a reçue. « Madame Claire, vous pouvez entrer. Il vous attend. » Maître Durand s'est levé quand il m'a vue. Cheveux gris, lunettes de vue, costume simple. Je le connaissais depuis plus de 20 ans. C'est lui qui avait aidé mon mari avec les papiers du camion. Homme sérieux, de parole. « Asseyez-vous, Madame Claire. Un café ? » ?»« Non, merci. » Je me suis assise. J'ai posé le sac sur le bureau. J'ai sorti les pochettes. J'ai tout apporté. Il a pris la première pochette. Il a ouvert. Il a commencé à lire. Lentement. Il passait papier après papier. Reçu, relevé, virement, facture. Il a mis 15 minutes. Il n'a rien dit. Il lisait juste. De temps en temps, il prenait une note sur un bloc à côté. Quand il a fini la première pochette, il a pris la deuxième. Les messages, les captures, les promesses non tenues. Il a hoché la tête. Il a pris la troisième. Le carnet. Il a lu les notes, les dates, les humiliations. Il a ôté ses lunettes. Il s'est frotté les yeux. Il m'a regardé. « Madame Claire, c'est beaucoup plus sérieux que je ne l'imaginais. » « Je sais. » « Vous avez 89 000 € documentés, avec preuves. Reçus originaux, virements traçables. Ce n'est pas une faveur de mère. C'est un investissement. Et un investissement, ça se rembourse. Ils veulent te vendre, sans me payer. Ils n'y arriveront pas. Je vais déposer une mise en demeure aujourd'hui même. Blocage de la vente. Ils ne pourront pas vendre cet appartement tant qu'ils ne règlent pas ça avec vous. J'ai pris une grande inspiration. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. Il a continué. Mais il y a une chose ici qui m'inquiète. Quoi? Il a pris un des papiers. La copie du document qu'Élodie avait apporté. Ce papier qu'elle vous a apporté pour signer. Ce n'est pas seulement un transfert de propriété. Il y a une clause ici, en tout petit, en bas de page. Je me suis approchée pour voir. Ça dit que vous renoncez à tout droit sur l'immeuble. Passé, présent et futur.
Si vous aviez signé ça, Madame Claire, vous perdiez tout. Vous ne pouviez plus rien réclamer, même en justice. J'ai senti un froid dans le ventre. Ils savaient? Ils savaient. Et ils ont essayé de vous tromper. Ce n'est pas juste de l'avidité, c'est de la mauvaise foi. Et la mauvaise foi, on la combat avec fermeté. Il a pris une feuille blanche. Il a commencé à écrire. Je vais monter un plan sur 3 fronts, légal, social et émotionnel. Vous devez être prête pour les 3. Je le suis. Front légal. Aujourd'hui, je protocolise la notification. Ils la reçoivent dans 2 jours. Ils sauront que la vente est bloquée. Ils vont devoir s'asseoir pour négocier. S'ils ne négocient pas, on lance une action en recouvrement. Vous avez assez de preuves. La chance de gagner est élevée. J'ai noté mentalement chaque mot. Front social. Ils vont réagir. Ils vont essayer de vous décrédibiliser. Ils vont dire que vous inventez, que c'est un truc de mère aigri, que vous voulez gâcher leur vie. Vous devez rester ferme, ne pas répondre, ne pas entrer en conflit, laisser parler la justice. Compris. Et il y a les voisins. Ils ont vu ce qui s'est passé dimanche. C'est bon. Des témoins. Si besoin, on les appelle. Mais on ne force pas. Que ça reste naturel. Il s'est arrêté. M'a regardé. Le front émotionnel est le plus difficile, parce que ça implique Léo. Ma poitrine s'est serrée. Ils vont l'utiliser. Ils vont dire que vous portez préjudice à votre petit-fils, que vous lui enlevez sa maison. Ils vont vous faire culpabiliser. Vous devez être prête à ça. J'ai avalé ma salive. Je sais que c'est votre petit-fils. Je sais que vous l'aimez. Mais vous n'enlevez rien à personne. Vous vous protégez. Et se protéger soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Les larmes ont commencé à monter. Je me suis retenue. Madame Claire, vous allez devoir poser des limites, avec Thomas, avec Élodie, et possiblement avec l'accès à Léo. Pas parce que vous le voulez, mais parce qu'ils vont utiliser ça contre vous. Je comprends. Il a continué à écrire, puis il m'a tendu une feuille. Ceci est le résumé du plan. Lisez-le chez vous, au calme. Au moindre doute, appelez-moi. La notification part aujourd'hui. Ils la reçoivent mercredi ou jeudi. Quand ils la recevront, ils vont vous chercher. Ne répondez pas. Ne répondez pas aux messages. Tout contact, renvoyez-le vers moi. Je suis votre avocat maintenant. Tout passe par moi. J'ai pris la feuille, j'ai plié, j'ai mis dans le sac. Combien je vous dois, maître? Rien pour l'instant. Quand on aura réglé ça, on fera les comptes. Mais ne vous inquiétez pas de ça maintenant. J'ai besoin de payer. Je ne veux pas de faveur. Il a souri. Madame Claire, votre mari m'a aidé quand je débutais. Il m'a recommandé à la moitié des routiers de la ville. Je lui suis redevable. Et maintenant, je paie en vous aidant. Je me suis levée. J'ai tendu la main. Il l'a serrée. Merci, maître. Vous êtes forte, Madame Claire. Plus forte que vous ne l'imaginez. Maintenant, rentrez chez vous. Reposez-vous. Et préparez-vous. Parce que quand ils recevront cette notification, le jeu change. Je suis sortie du bureau le sac plus léger. Pas parce que j'avais enlevé les pochettes, mais parce que j'avais partagé le poids. Je suis descendue dans la rue. Le soleil était fort. Je me suis arrêtée sur le trottoir. J'ai respiré. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas seule. J'avais quelqu'un de mon côté. Quelqu'un qui croyait en moi. Mais je savais que le plus dur restait à venir. Quand Thomas recevrait cette notification, il allait péter les plombs. Il allait venir me chercher. Il allait essayer de me convaincre, me menacer, me briser. Mais je n'allais pas céder. Pas cette fois. Je suis rentrée chez moi. J'ai rangé la feuille avec le plan dans le tiroir. Je l'ai lu 3 fois avant de dormir. Maintenant, il fallait juste attendre. Attendre que la bombe explose. Et quand elle exploserait, je serais prête. Mercredi, 3 jours après ce dimanche. La notification avait été livrée le mardi soir. Maître Durand m'a appelé pour confirmer. « Madame Claire, ils l'ont reçue. Maintenant, on attend. » Je n'ai pas eu besoin d'attendre beaucoup. Le mercredi matin, mon téléphone a explosé. 8 appels de Thomas, 15 messages, tous en majuscules. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? Appelle-moi tout de suite. Il faut qu'on règle ça. » Je n'ai répondu à aucun. Comme l'avocat l'avait demandé. J'ai bloqué les notifications. J'ai mis le téléphone en silencieux. Je suis allée à la salle de bain. J'ai pris une douche. Longue,
eau chaude. J'ai lavé mes cheveux, j'ai séché doucement. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était plus maigre, les yeux creusés. Mais il y avait quelque chose de différent là. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la détermination. Je suis retournée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire. J'ai choisi une tenue simple, pantalon noir, chemisier blanc, rien de voyant, rien qui détourne l'attention. Je me suis habillée, j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai mis l'alliance de mon mari au doigt, la même que je n'ai jamais enlevée. Je suis allée au salon, j'ai pris les pochettes, j'ai tout révisé de nouveau, reçu organisé, message imprimé, carnet avec les notes, tout en ordre, tout prêt. J'ai rangé dans un dossier noir. Simple, discret, mais lourd. Lourd pour de vrai. Je me suis assise sur le canapé. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré à fond 3 fois. J'ai répété mentalement. L'entrée. Ce que j'allais dire. Comment j'allais le dire. J'ai imaginé la tête de Thomas. La réaction d'Élodie. Le silence après. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas supplier. J'allais juste montrer. Montrer ce qu'ils avaient fait. Montrer qui j'étais vraiment. J'ai regardé l'horloge. 2 heures de l'après-midi. C'était l'heure. Je me suis levée. J'ai pris le sac. J'ai mis le dossier dedans. J'ai pris la clé. J'ai regardé l'appartement, ma maison. Petite, simple, mais à moi. J'ai pensé, peu importe ce qui arrive, je reviens ici. Entière. J'ai fermé la porte. J'ai descendu les escaliers. Madame Martin était à sa porte. Elle m'a vue. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose. J'ai secoué la tête. Elle a compris. Elle est restée silencieuse. Elle a juste fait un signe. J'ai rendu le signe. Je suis sortie dans la rue. Le soleil tapait fort. Le même soleil de dimanche. Mais aujourd'hui, j'étais différente. Plus légère. Plus ferme. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Je me suis assise sur le banc. J'ai attendu. Le bus a mis 10 minutes. Je suis montée. J'ai passé la carte. Je me suis assise près de la fenêtre. Le trajet jusqu'à chez Thomas prenait 20 minutes. 20 minutes pour penser, pour respirer, pour me préparer. J'ai regardé par la fenêtre, les magasins qui passaient, les gens dans la rue, la vie normale. Alors que la mienne était sur le point de changer. Je suis descendue 2 arrêts avant. J'ai préféré marcher. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de marcher. Sa rue était calme. Des arbres sur les trottoirs, des voitures garées, des enfants jouant au bout du pâté de maison. J'ai vu la maison, portail vert, fenêtre du salon, sa voiture dans le garage. Ils étaient là. Je me suis arrêtée devant. J'ai serré la anse du sac avec force. J'ai respiré. 1, 2, 3 fois. J'ai posé la main sur le portail. J'ai poussé. Il s'est ouvert avec un léger grincement. J'ai monté les 3 marches jusqu'à la porte. J'ai sonné. J'ai attendu. J'ai entendu des pas à l'intérieur. La porte s'est ouverte. C'était Thomas. Son visage était tendu, rouge, les yeux écarquillés. « Maman. » Je l'ai regardé, ferme, sans peur. « Bonjour, fils. Il faut qu'on parle. » Je suis entrée. Thomas a reculé. Élodie était sur le canapé, les bras croisés. Léo n'était pas là, mieux comme ça. J'ai fermé la porte derrière moi. Je suis restée debout. Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas enlevé le sac de mon épaule. Thomas a parlé en premier, la voix tremblante. « Maman, c'est quoi ça? Blocage de vente? Tu m'as mis un avocat sur le dos? » Je l'ai mis. Pourquoi? On est une famille? Exactement. C'est pour ça que je m'attendais à être traitée comme une famille. Élodie s'est levée du canapé. « Madame Claire, vous exagérez. Tout ça à cause de quelques papiers? » Non, à cause de 89 000 €. Silence. Thomas a cligné des yeux. « Comment ça 89 000 ?» J'ai enlevé le sac de mon épaule. Je l'ai posé sur la table basse. J'ai ouvert. J'ai sorti le dossier noir. Je l'ai mis dessus. Apport de l'appartement. 40 000. J'ai le reçu. J'ai sorti le papier. Je l'ai mis sur la table. 3 mensualités en retard que j'ai payées quand tu n'avais pas d'argent. 7 500. J'ai les justificatifs.
J'ai mis les 3 reçus à côté. Taxe de 2018, 1200. Tu as dit que tu étais coincé. J'ai payé. Un autre papier. Réfrigérateur, 2000. Canapé, 3000. Cuisinière, 1800. Les factures se sont empilées sur la table. Thomas regardait, figé. Élodie aussi. J'ai continué. Virement, 52 sur 10 ans. Pour la facture d'électricité, pour les réparations, pour les travaux, pour tout ce que vous demandiez. J'ai le relevé de chacun. J'ai sorti la feuille avec la liste. Je l'ai mise devant lui. Additionne tout, Thomas. 89 340 €. Il a pris la feuille, a commencé à lire, les yeux courant ligne par ligne, la main tremblante. « Maman, mais c'était de l'aide, tu as donné parce que tu voulais. J'ai donné, parce que tu étais mon fils, parce que je pensais construire ton futur. Mais ce n'était pas ce que vous faisiez, n'est-ce pas ?» J'ai pris un autre papier, la copie du document qu'Élodie avait apporté. Ça, ici. Vous me l'avez apporté en disant que c'était un refinancement. Mais ça ne l'était pas. C'était pour que je signe et que je perde tout droit sur ce que j'ai investi. J'ai jeté le papier sur la table. Vous avez essayé de me tromper, de me faire signer quelque chose en sachant que je perdrais tout. Élodie a fait un pas en avant. On n'a essayé de tromper personne. On voulait juste faciliter la procédure. Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Faciliter ? Il y a une clause en bas de page de ce papier disant que je renonce à tout droit passé, présent et futur sur cet immeuble. Si j'avais signé, vous vendiez, empochiez tout, et je restais sans rien. Thomas a regardé Élodie. Tu m'as dit que c'était juste un transfert. Elle a détourné le regard. J'ai continué. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est sur la façon dont vous m'avez traité. J'ai pris le carnet. Je l'ai ouvert à la première page. 15 mars. Couverture que j'ai faite pour Léo. 3 mois de travail. Élodie l'a jetée à la poubelle. A dit qu'elle était tachée et que ça ne valait pas la peine de la laver. J'ai tourné la page. Premier anniversaire de Léo. Je n'ai pas été invitée. Je l'ai découvert par la photo sur Instagram. Toute la famille était là, sauf moi. J'ai tourné une autre page. Week-end entier à m'occuper de Léo. Donner le bain, changer les couches, fait à manger. Vous êtes rentré et m'avez remercié pour votre repos. Vous ne m'avez pas payé. Vous ne m'avez même pas offert une assiette. La voix de Thomas est sortie basse. Maman, je ne savais pas. Tu savais, Thomas. Tu étais là. Tu as vu. Et tu n'as rien fait. J'ai tourné une page de plus. Chaque fois que je venais visiter, j'étais traitée comme une bonne. Laver la vaisselle, Madame Claire. Passer un coup de balai dans la cuisine. Plier le linge. Mon fils me voyait faire ça et ne disait rien. J'ai fermé le carnet. Je l'ai posé sur la table. Et dimanche. Dimanche, tu m'as dit, devant tout le monde, d'aller vivre dans la rue. Tu as dit que je ne servais à rien. Thomas a baissé la tête. J'étais nerveux. Je ne voulais pas dire « tu voulais » et tu l'as dit, et tout le monde a entendu. Le silence a pesé. Élodie était appuyée contre le mur maintenant. Thomas s'est assis sur le canapé, les mains sur la tête. « Maman, pardon, j'ai fait une erreur. On a fait une erreur. » Faire une erreur, c'est oublier mon anniversaire. Faire une erreur, c'est ne pas rappeler. Ce que vous avez fait n'était pas une erreur, c'était un choix. J'ai pris un papier de plus, le dernier. Tu sais ce que j'ai découvert d'autre? Que vous aviez déjà un autre acheteur? Vous aviez déjà conclu l'affaire? 750 000 €. Vous alliez vendre, prendre l'argent et disparaître, sans me prévenir, sans me payer. Élodie a explosé. Et on en avait besoin? On a besoin d'une maison plus grande. Léo grandit. Vous voulez qu'on reste coincé ici à cause d'un fric que vous avez donné il y a 10 ans? Je l'ai regardé, ferme. Ce n'est pas une question de coincer qui que ce soit, c'est une question de respect. Je n'ai pas demandé que vous ne vendiez pas. J'ai demandé à être incluse, à recevoir ce que j'ai investi. Mais vous avez essayé de m'écarter du chemin. Thomas s'est levé. Maman, combien tu veux? On paie, on trouve un moyen. Ce n'est pas combien je veux, c'est combien est à moi. J'ai sorti la calculatrice du téléphone, je lui ai montré. 89 000 investis. Intérêt du marché des 10 dernières années. Correction monétaire, 132 000 €.
C'est ce que vous me devez. Élodie a lâché un rire nerveux. 132 000? Vous êtes folle. Je ne le suis pas, je suis juste. Mon avocat a calculé. Si vous vendez à 750 000, vous payez le crédit, il reste 500. Vous enlevez 132 pour moi, il vous en reste presque 400. Ça suffit pour acheter la maison que vous voulez. Thomas a regardé Élodie. Elle l'a regardé. Aucun des deux n'a parlé. J'ai continué. Mais il y a une condition. Je veux un accès libre à Léo, sans contrôle, sans heure fixe, sans excuse. C'est mon petit-fils, et je ne vous laisserai pas me l'enlever. Élodie a croisé les bras de nouveau. Vous croyez que vous allez obtenir ça en justice? Oui, j'ai des preuves d'aliénation parentale, d'exclusion délibérée, d'utilisation de Léo pour me contrôler. Mon avocat a déjà préparé le dossier. Si vous n'acceptez pas l'accord, on va au tribunal. Et là-bas, tout le monde saura ce que vous avez fait. Thomas s'est levé. Il est venu vers moi. Maman, s'il te plaît, pas besoin de ça. On règle ça. On paie. On arrange tout. Je l'ai regardé, mon fils, le garçon que j'ai élevé, et j'ai vu un homme que je ne connaissais plus. Thomas, je t'ai aimé toute ma vie, je t'ai protégé, je t'ai donné tout ce que j'avais, et tu m'as jeté comme une ordure. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Maman, je suis désolée, j'ai été faible, j'ai laissé les choses arriver. Tu as laissé, et maintenant tu vas devoir réparer. J'ai pris le sac, j'ai remis le dossier dedans. J'ai regardé les deux personnes devant moi. Vous avez 7 jours pour répondre à la proposition de mon avocat. Si vous acceptez, on fait un accord. Je débloque la vente, vous me payez, et j'ai le droit de voir mon petit-fils quand je veux. Si vous n'acceptez pas, on se voit au tribunal. Je me suis tournée pour sortir. Thomas m'a retenue par le bras. Maman, attends, on peut régler ça maintenant. J'ai regardé sa main sur mon bras. Il a lâché. Non, maintenant c'est trop tard. Vous avez eu des années pour bien me traiter. Vous avez choisi de me maltraiter. Maintenant je choisis de me protéger. J'ai ouvert la porte. Je suis sortie. J'ai descendu les 3 marches. J'ai entendu Thomas m'appeler. « Maman! Maman! Reviens !» Je ne suis pas revenue. J'ai passé le portail. J'ai fermé derrière moi. J'ai marché sur le trottoir. Le soleil était plus faible maintenant. Fin d'après-midi. J'ai respiré à fond. J'ai senti l'air remplir ma poitrine. Léger, propre. Ce n'était pas encore la victoire, mais c'était la dignité, et c'était la mienne. 5 jours plus tard, Maître Durand m'a appelé. « Madame Claire, ils ont accepté. » Je me suis assise sur la chaise de la cuisine. J'ai respiré. Ils ont tout accepté? Tout! 132 000. Accès libre à Léo. Sans restriction. Ils vont signer l'accord vendredi. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas seulement du soulagement. C'était la justice. Vendredi, je suis retournée au bureau de Maître Durand. Thomas et Élodie étaient là, assis, séparés. Ils regardaient le sol, elle son téléphone. Je suis entrée. Je me suis assise. Je n'ai salué personne. Maître Durand a posé les papiers sur la table. 3 exemplaires. Il a expliqué chaque clause. Thomas signait, me regardait, détournait le regard. Élodie a signé sans regarder personne. Quand mon tour est arrivé, j'ai pris le stylo. J'ai signé. Ferme. Sans trembler. Voilà. Le montant sera viré sous 15 jours. La vente de l'appartement peut se poursuivre dès que le paiement sera confirmé. Je me suis levée, j'ai pris mon exemplaire du contrat, j'ai rangé dans le sac. Thomas s'est levé aussi. « Maman ?» Je l'ai regardé. Je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je voulais que tu saches que je suis désolée. Je sais que tu es désolée, mais être désolée n'efface pas ce qui a été fait. Je sais. Je me suis tournée pour sortir. Il a parlé de nouveau. Tu viendras voir Léo? Je me suis arrêtée. J'ai regardé en arrière. Je viendrai. Mais maintenant avec respect. Pas comme une bonne. Pas comme une baby-sitter. Comme une grand-mère. Il a hoché la tête. Élodie n'a rien dit. Je suis sortie. Je suis rentrée chez moi. Je suis arrivée, j'ai ouvert la porte, j'ai posé le sac sur le canapé. Je me suis assise. Je suis restée là. Calme. À ressentir. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas de la tristesse.
C'était de la paix. 15 jours plus tard, l'argent est arrivé sur le compte. 132 000 euros. J'ai regardé le relevé. J'ai lu 3 fois. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la reconnaissance que j'avais de la valeur, que ce que j'avais fait comptait. 2 mois plus tard, j'ai déménagé. Petit appartement, une chambre, un salon, une cuisine. Mais c'était à moi. Acheté comptant, sans crédit, sans caution, sans dépendre de personne. Madame Martin m'a aidé pour le déménagement. Monsieur Bernard a porté 2 cartons. Madame Dubois a apporté un gâteau. Des voisins simples, mais présents. Thomas m'a appelé quelques fois. Au début, je ne répondais pas. Après, j'ai commencé à répondre. Conversation courte, polie, distante. Il a vendu l'appartement, acheté la maison, envoyé une photo. Je n'ai pas commenté. J'ai juste dit « c'est bien ». Un jour, 3 mois après la confrontation, il est apparu à ma porte, avec Léo. « Maman, je l'ai amené pour passer l'après-midi avec toi, si tu veux. » J'ai regardé mon petit-fils. 2 ans. Grands yeux. Sourire aux lèvres. « Bonjour, mamie. » Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré. J'ai senti l'odeur d'enfant. Propre. Douce. « Bonjour, mon amour. » Thomas est resté à la porte, sans entrer. « Je viens le chercher à 6 heures, d'accord ? » « D'accord. » Il est parti. Léo et moi sommes restés. On a fait du pop-corn. On a regardé des dessins animés. Il s'est endormi sur mes genoux. Quand Thomas est revenu, le petit ronflait doucement. « Merci, maman. » Pas besoin de remercier, c'est mon petit-fils. C'est devenu une routine. 1 fois par semaine, Thomas amenait Léo. Je m'en occupais. Je jouais. Je discutais. Je le rendais en fin de journée. Élodie n'est jamais venue. Elle n'a pas fait l'effort. Moi non plus. Thomas et moi ne sommes pas redevenus ce que nous étions avant. On ne revient pas en arrière. Ce qui est cassé est cassé. Mais on a construit quelque chose de nouveau. Avec des limites. Avec du respect. Il ne me demande plus d'argent. Je n'en offre pas. Il ne me demande pas de service. Je ne reste pas à attendre. On se parle. On se voit. Mais c'est différent. 6 mois plus tard, j'ai commencé à fréquenter un club du 3e âge ici dans le quartier. Petite salle paroissiale, réunion le jeudi. Discussion, café, gâteau. Des gens simples, des gens bien. J'ai rencontré Madame Alice, veuve aussi, même âge. On s'est vite comprises. Aujourd'hui, elle vient ici, je vais chez elle. On regarde le feuilleton ensemble. On se plaint de la vie. On rit. J'ai recommencé à coudre. Pas pour vendre, pour moi. Je fais des couvertures, des serviettes, des torchons, des cadeaux pour ceux que j'aime. La vie est devenue plus simple, plus légère, moins de monde, mais les bonnes personnes. Il y a des jours où je pense à tout ce qui s'est passé, à l'humiliation, à la douleur, à la confrontation, et je ne regrette pas. Parce que si j'avais baissé la tête, si j'avais laissé faire, j'aurais perdu plus que de l'argent. Je me serais perdu moi-même. Aujourd'hui, je connais ma valeur. Je sais que je ne suis pas jetable. Je sais que le respect n'est pas une faveur, c'est un droit. Une mère aime, une mère protège, une mère donne. Mais une mère est aussi une personne. Et une personne mérite la dignité. Si vous vivez quelque chose de semblable, écoutez. Vous n'avez pas tort de vous protéger. Vous n'êtes pas égoïste de poser des limites. Vous n'êtes pas un mauvais fils, un mauvais père ou une mauvaise mère d'exiger le respect. La famille est importante, mais la famille qui blesse n'est pas sacrée. Elle est toxique, et vous avez le droit de vous éloigner, de vous protéger, de recommencer. J'ai recommencé à 68 ans, avec peu d'argent, avec peu de gens, mais avec beaucoup de paix. Et si j'ai réussi, vous pouvez aussi. Peu importe l'âge. Peu importe combien de temps vous avez supporté, peu importe combien de personnes vont vous juger. Ce qui compte, c'est que vous regardiez dans le miroir et reconnaissiez qui vous voyez. Je me reconnais maintenant. Et tout va bien. Si cette histoire vous a touché, commentez ici depuis quelle ville vous regardez. Et restez avec moi pour les prochaines vidéos qui vont apparaître à l'écran. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.